J'ai entamé mon processus de transition en 2016. Je milite pour qu'il y ait une plus grande visibilité pour la communauté trans qui est souvent marginalisée au sein de la société et encore plus les personnes racisées migrantes. Et pour moi, mon militantisme, il est au quotidien. C'est le fait d'être Alicia, de vivre dans la société, d'être présente dans la société. Je veux être heureux. Je sais qu'on n'a qu'une vie. On n'en a pas deux. Et aussi une façon aussi de déconstruire, si je peux dire aussi, les codes de la féminité. Bonjour, je m'appelle Anne-Claude Farley et je suis en charge du contenu marketing chez Cochic. Aujourd'hui, nous signons le courage d'Alicia, une audacieuse qui a accepté de faire le défi tête rasée de Leucan afin d'amasser des fonds pour les enfants qui sont atteints du cancer. L'histoire d'Alicia est quand même unique et propre à elle, puis connaître son histoire et son passé, ça l'aide beaucoup à saisir et à comprendre la raison pour laquelle elle a accepté de faire ce défi. Cochic se démarque par ses valeurs, puis l'une des valeurs qui nous a interpellés chez Alicia, c'est son authenticité. Bonjour Alicia, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté l'offre. On est vraiment contente de te recevoir. Sans une offre, il faut une invitation. Donc, merci pour l'invitation. C'est vraiment très apprécié. Pour commencer, est-ce que tu veux peut-être t'introduire? Donc, toi, tu es activiste et militante pour plusieurs causes. Est-ce que tu veux peut-être partager avec nous ces causes-là? Oui, bien sûr. Alors, mon nom, c'est Alicia Kazobinka. Je suis originaire du Burundi, en Afrique. J'ai grandi au Sénégal avant de venir émigrer ici et m'installer au Canada depuis 2007. Donc, je me considère et bon, maintenant, c'est comme ça que le titre, en tant que conférencière, activiste et militante. Et voilà, pour la communauté LGBTQ et surtout pour la communauté encore plus trans, puisque moi je suis une femme trans, racisée, femme noire. Voilà. Et donc je milite en fait pour qu'il y ait une plus grande visibilité en fait pour la communauté trans qui est souvent marginalisée au sein de la société et encore plus les personnes racisées migrantes. Donc, je fais des conférences à titre éducatif pour vraiment expliquer les réalités des personnes trans et puisque c'est un sujet quand même assez méconnu, si je peux dire. Et ça fait combien de temps que tu pourrais te considérer activiste et militante pour ces causes-là? Alors, si je dis tout récent, c'est vraiment, alors moi, comment ça a commencé, c'est qu'en 2012, j'ai commencé à m'impliquer dans un organisme à but non lucratif ici à Montréal qui était Arc-en-Ciel d'Afrique qui a fermé. Et là, je me suis juste impliquée en tant que bénévole. Dans ce temps-là, j'étais toute jeune, j'avais 22 ans. Je venais de l'Afrique, j'avais eu le temps de m'intégrer un peu et je voulais vraiment essayer de sensibiliser, éduquer les gens sur les réalités de la communauté pour leur montrer qu'aussi la différence parfois et que l'orientation sexuelle, c'est quelque chose de personnel, mais la différence ne doit pas faire peur. Et c'était encore plus important pour moi dans la communauté noire, puisque je trouvais qu'ici, oui, mes droits étaient protégés, mais la plupart des gens que je trouvais qui étaient à l'aise en sexualité étaient des personnes blanches, mais non pas les gens de ma communauté. C'est à ce moment que j'ai décidé de m'impliquer. Ça allait dans mes temps libres, hein. À côté, j'avais mon travail, évidemment. Puis, de fil en aiguille, ça a commencé comme ça au fil des années, pendant au moins 5 ans. Après, l'organisme a fermé et de là, dans l'organisme, il y avait le festival Massimadi où j'ai eu pendant un festival, été responsable et chargé des réseaux sociaux. Puis là, le festival, on est devenu une fondation. Donc, la fondation Massimadi qui existe ici à Montréal et aussi à Bruxelles. Et c'est là où j'ai été pendant 3 ans jusqu'à récemment la porte-parole. Et voilà, et c'est là où j'ai récemment, depuis la semaine passée, où j'ai décidé de tourner la page afin de plus me consacrer à mes heures personnelles. Donc, à titre personnel et non pas pour une fondation. Militantisme, c'est vraiment plus depuis ces 2, 3 dernières années. J'ai entamé ma transition, mon processus de transition en 2016
Et donc maintenant, c'est un long processus pour les gens qui ne connaissent pas. Ça, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler un peu plus, mais voilà. Donc, les conférences, j'ai vraiment commencé ça depuis 2018-2019. Et, euh, et pour moi, mon militantisme, il est au quotidien. C'est le fait d'être Alicia, de vivre dans la société, d'être présente dans la société, d'être là. Et c'est sûr que je suis amenée plusieurs fois à être la première personne trans qu'ils vont rencontrer. Donc, souvent, il y a plusieurs questions que les gens vont avoir ou souvent, ils ne savent pas comment réagir. Donc, il y a une part d'éducation. Donc, c'est là où depuis 2, 3 ans à peu près. Je dirais que voilà, c'est quelque chose que j'ai à faire. Souvent à donner des conférences ici à Montréal, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Donc j'ai eu à bouger beaucoup, à passer dans les radios, à la télévision, dans les journaux, dans les magazines. Donc ça commence petit à petit, dans les podcasts. Voilà, donc petit à petit, on commence à se faire si je peux dire une petite place, mais et sensibiliser plus les gens, voilà, et montrer qu'on existe. C'est surtout ça qui est important. Est-ce que pour toi, ça a été un petit peu obligatoire de devoir éduquer les gens ou ça te fait plaisir ou c'est un peu une tâche lourde? C'est une tâche lourde. Je ne l'ai pas forcément décidé. Au début, oui, je pense que la plupart des gens voient ça juste à la télévision ou si je parle juste dans ma communauté noire, et ça c'est un truc qui est non pas juste pour les personnes trans, ça peut également se retrouver dans les personnes sexuelles, lesbiennes. Euh, Ils vont souvent dire que c'est des choses, ça n'existe que chez les Blancs. Et c'est vraiment ça pourquoi je voulais vraiment casser ce stigma ou cette phrase erronée en disant comme quoi non, ça existe dans toutes les communautés, dans toutes les ethnicités. Euh, donc voilà, donc, et oui, c'est présent, la communauté LGBTQ noire, afro, elle est également, elle est là, elle existe, elle a toujours existé. Donc c'est ça. Maintenant, oui, je suis amenée malencontreusement à éduquer de temps en temps, mais voilà pourquoi je le fais plus dans les conférences ou dans les podcasts ou quand je suis amenée à être présente dans des plateaux. Mais dans la vie de tous les jours, oui, oui et non. C'est sûr que parfois on ne choisit pas. Ça peut arriver que les gens nous out, ils savent que ah, il y a une personne trans qui est là où j'arrive, puis ils s'en doutent ou ils le voient. Donc c'est sûr que parfois il y a des moments où je veux juste profiter de la soirée, c'est-à-dire dans des soirées et tout. Les gens ont plein de questions et plein de curiosités. Ils veulent savoir ou parfois, et souvent, ils sont un peu maladroits. Et donc, alors, moi, c'est vraiment pas le moment parce que je suis juste là pour profiter de la soirée et non pas. Donc, voilà, il faut juste peut-être savoir les endroits où il faut en parler. Donc, j'essaie vraiment de plus focuser mon énergie dans les conférences, dans les podcasts, dans les plateaux radio pour vraiment renvoyer par après les gens au contenu que j'ai à faire. Donc, je dis, ah, si tu veux t'éduquer, j'ai eu à répondre à telle chose ou il y a tel outil qui est là pour t'éduquer. Donc, je envoie généralement le lien. Ouais, mais aussi sur tes réseaux sociaux, ton Instagram et tout, tu le Exactement. fais beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Tu avais dit que tu avais commencé ton processus de transition en 2016. Oui. Est-ce que ça, c'est un processus qui encore maintenant est en cours? Est-ce que c'est quoi en général comment je pourrais dire? Euh, Ah, les étapes oui, ou les étapes qui. oui. Alors moi, alors il faut comprendre aussi qu'une transition, elle est personnelle et elle est différente d'une personne à une autre. Il n'y a pas un chemin exact d'une transition. C'est-à-dire, euh, souvent les gens vont penser que ah,
tu as fait ta transition, ok, est-ce que tu as fait l'opération? C'est souvent la première question que les gens vont poser et c'est là où il faut, déjà c'est une question à ne pas poser parce que c'est rentrer un peu dans l'intimité en fait de la personne, à lui demander quelles sont les parties intimes qu'elle a entre, vous comprenez? Et, et toute transition est différente et personnelle. C'est-à-dire pour une personne, elle peut être, se sentir en tant qu'une personne trans et ne pas nécessairement entamer un traitement hormonal. Donc, il y en a d'autres qui ont besoin nécessairement d'entamer un traitement hormonal. Donc, dans les deux cas, ça n'annule pas. Ça ne veut pas dire, OK, ce cheminement est plus valide qu'un autre. Voilà. Donc, déjà, il y a le traitement hormonal. Il y a d'autres personnes qui souhaitent garder leur date name, c'est-à-dire leur nom qui a été attribué à la naissance. Il y en a d'autres qui désirent de changer. Il y a d'autres qui désirent recourir à la chirurgie et il y en a d'autres qui décident de ne pas recourir à la chirurgie. Donc, peu importe le choix de la personne, ça lui revient, mais ça n'invalide pas son chemin de transition. Alors, moi, j'ai commencé en 2015 les étapes. Dans ce temps-là, c'était encore plus long que maintenant. Ça prenait, je pense, 1 an avant d'avoir un médecin et il fallait nécessairement avoir un médecin de famille. Donc, moi, en tant que personne migrante, je n'ai pas eu un médecin de famille depuis que je suis devenue toute petite. Donc, il fallait que je me mette sur une liste d'attente qui prenait dans ce temps-là, je pense, 4 à 5 ans. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. D'après ce que j'ai entendu, c'est 3 ans, la liste d'attente, donc c'est quand même assez long. Et après avoir eu un médecin de famille, il fallait, maintenant je ne sais pas, c'est toujours d'actualité, mais il fallait avoir un psychologue, avoir une lettre pour démontrer comme quoi, oui, j'ai une dysphorie de genre. Donc, il fallait diagnostiquer de ça. Par la suite, en ayant cette lettre, et généralement, ça dépend du nombre de séances avec le psychologue, ça peut aller de 3 à 6 séances, dont une séance par mois. Puis avec cette lettre, ça nous donnait le droit de rencontrer un endocrinologue, si évidemment, je dis bien, on désirait subir un traitement hormonal, sinon, ce n'était pas nécessaire. Et dans ce temps-là, avant 2015, pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là, plutôt en 2016, c'est parce qu'avant 2015, pour changer le nom et les mentions de genre, il fallait avoir forcément la vaginoplastie. Donc, pour les personnes avant 2015, que vraiment le parti de Justin Trudeau arrive et change cela, il fallait avoir la vaginoplastie ou l'opération pour les hommes trans pour avoir la lettre qui change de M à F. C'était obligatoire, semble avoir son nom et son prénom changé et la lettre là entre le M et le F. Donc, c'était nécessaire. Et malheureusement, pour beaucoup de personnes aînées, les personnes qui sont plus âgées que nous, certains regrettent ou ont du mal présentement, ils se sont suicidés parce qu'ils ont trouvé comme quoi c'était une mutilation. Ils ont dû le faire à contre-cœur pour avoir ce nom-là, puisque l'apparence physique ne matchait plus avec leur nom de naissance et sur les pièces d'identité, ce qui leur causait beaucoup de problèmes au quotidien. Donc voilà, donc après l'arrivée de Justin Trudeau et le changement de la loi, là maintenant, ce n'est plus nécessaire depuis 2015 d'avoir la vaginoplastie parce qu'ils comprenaient qu'il y a beaucoup de gens qui avaient un taux de suicide. Ils ont compris que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas forcément tout le monde qui va arriver à la vaginoplastie, donc ils l'ont enlevé. Donc là, la seule chose qui était nécessaire par contre, c'est d'être citoyen canadien. Donc, il fallait être citoyen canadien pour entamer des processus. Donc, j'ai attendu des citoyennes canadiennes. Et à ce moment-là, quand j'ai été citoyenne canadienne, c'est là où j'ai commencé le processus pour changer le nom, commencer le traitement hormonal. Maintenant, en 2021, ce n'est plus obligatoire. On a gagné ici au Palais de justice à la Cour. Donc, à partir de maintenant, pour les personnes immigrantes qui viennent arriver au Canada, ce n'est plus nécessaire d'être citoyen canadien. Donc, il faut juste avoir vécu pendant 1 an ici maintenant au Canada, au Québec, pour demander de changer son nom, son prénom et son genre.
Donc, c'est une très grande avancée que à mon époque, quand j'ai commencé en 2016, et encore plus l'époque bien avant. Donc, c'est ça. Et le traitement hormonal, je l'ai commencé en même temps. J'ai eu beaucoup de problèmes puisque les traitements hormonaux, c'est quand même un sujet assez compliqué. Il y a différentes formes de posologie pour ça. Malheureusement, mon corps n'accepte qu'une seule forme, qui est l'injection intramusculaire. Donc, c'est une injection que je prends euh, m- hebdomadaire, à toutes les semaines, le même jour. C'est-à-dire que moi, je crée de la testostérone. Comme tout homme, il y a le taux de testostérone et on a l'œstrogène. Comme les femmes, elles ont des femmes cis, donc les femmes nées à la naissance, elles ont des oestrogènes, puis elles ont un peu de testostérone. Donc, moi, il y a un médicament où il faut alors bloquer la testostérone, donc l'hormone masculine. Et comme je ne crée pas de l'œstrogène, je dois ravitailler mon corps. Puisque je coupe une hormone, évidemment, le corps a besoin de fonctionner, donc il faut en donner une autre. Donc, pour les femmes, qui est l'œstrogène. Donc, je prends l'œstrogène à toutes les semaines, puisque c'est une injection intramusculaire. Et comme je ne crée pas la progestérone aussi, je prends aussi la progestérone. Donc, ça, c'est un traitement hormonal. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas pour un certain nombre de temps, c'est pour le restant de la vie. Voilà pourquoi il faut une lettre du psychologue pour être sûr que c'est vraiment ça qu'on veut et que c'est quelque chose que vraiment on a une dysphorie de genre. Parce que ce n'est pas une décision qu'on va prendre à la légère et dire, OK, je le prends pendant 2, 3 ans, puis après, j'arrête. Non. C'est une décision qui doit être mûrement prise et réfléchie, à savoir que si on désire faire ce traitement hormonal, ben, je le prendrai jusqu'à la fin de mes jours parce que je ne crée pas cette hormone et j'ai besoin de ça pour continuer à vivre. Donc, ça, c'est pour les gens qui décident de faire un traitement hormonal. D'autres qui désirent ne pas forcément faire un traitement hormonal n'ont pas besoin de ça. Donc, voilà. Puis, à ce moment-là, j'ai déjà changé mon nom, mon prénom, mon genre, mes papiers. Puis voilà, une transition, elle n'a pas de laps de temps. Une transition est personnelle, donc ça peut prendre 2 ans pour certains, 5 ans pour un autre, 10 ans, il y en a même 15 ans. Donc, chacun va au rythme du temps. Si après 2, 3 ans, elle trouve que, OK, ça ne convient pas, puis elle va avoir des résultats plus poussés, elle peut avoir un recours à la chirurgie. Malheureusement, ici au Canada, la seule opération qui est couverte pour les femmes trans, c'est la vaginoplastie. Voilà pourquoi c'est pas forcément tout le monde qui va arriver à la vaginoplastie, c'est vraiment libre à la personne. Alors là, ça ne répond sûrement pas aux besoins de tout le monde. Pour les autres opérations, c'est-à-dire l'augmentation mammaire, la féminisation du visage, si on veut avoir une chirurgie de la voix, si on veut avoir le corps qui est pour le remodeler. Donc tout ça, ça doit être déboursé de sa propre poche. Voilà pourquoi on dit généralement qu'une transition pour une femme trans peut aller euh, de, de 60 à 100 000 dollars. C'est un énorme budget. Maintenant, pourquoi on dit 60 à 100 000? C'est pas forcément tout le monde qui a besoin de faire autant de chirurgie. C'est encore une fois libre à chaque personne. Mais si on calcule, c'est par dizaines de milliers de dollars. Donc, ce n'est pas rien. Et c'est vraiment dommage, puisque si on regarde pour les hommes trans, eux, ils ont l'ablation des seins qui est couvert par la RAMQ, alors que nous, si on veut avoir une augmentation mammaire, elle est comptée par une chirurgie, elle est comptée comme une chirurgie esthétique aux yeux de la société, du gouvernement. Donc, malheureusement, il faut débourser, c'est 7 à 10 000 dollars selon le chirurgien et on commence maintenant à calculer, à avancer pour chaque opération qu'on va avoir recours et ça monte vite. Donc, il y a une Donc, différence c'est pas mal entre ça. le processus transitionnel d'une femme trans et d'un homme trans au niveau du Absolument, gouvernement. exactement, d'où encore on parle aussi toujours du patriarcat, où Ah, on voit encore que les hommes sont encore plus favorisés aux yeux de la société. Et c'est ce que nous, par exemple, les femmes trans, nous trouvons dommage. Et encore une fois, ça se montre
au point que les hommes ont encore plus de droits ou d'avantages que les femmes. C'est évident. Et je pense que pendant, si on, je dis légalement, pendant plusieurs années, j'ai vécu en tant qu'homme, c'est sûr que là maintenant, de vivre en tant que femme, c'est là où on voit qu'il y a plusieurs privilèges qu'on perd quand on passe de l'autre côté et où on voit que le regard est différent par rapport aux hommes, comme on est perçu, le fait d'être la parole, ce qu'on va dire, euh, est moins entendu et moins prise en compte. Donc, il y a plein de choses que, comme j'ai été, je suis dans les deux camps, j'ai vu à vivre dans le camp, si je peux dire, entre parenthèses, de l'homme, même si je ne me suis jamais considéré comme un homme, je vois un peu la différence qu'une personne qui a toujours été dans le même genre. Donc, oui, donc évidemment, les hommes trans, ils ont aussi l'ablation des trompes et tout, qui est couvert encore une fois par le gouvernement. Voilà, donc ça trouve qu'il y a tellement plus d'opérations couvertes pour un homme trans, et alors que pour les femmes trans, c'est juste la vaginoplastie. Puis c'est frustrant pour beaucoup de gens. C'est frustrant parce que forcément, elles ne veulent pas arriver à là, mais on sait que la première différence, par exemple, pour une femme trans, ça serait les seins. Ça va vraiment l'aider pour avoir une plus confiance en soi, pour être plus à l'aise de se démontrer. Donc, déjà, de là à la base, si pour des personnes qui ne peuvent pas se permettre de ce montant d'argent ou de se payer cette opération, c'est difficile pour elles. Et pour peut-être les gens qui nous écoutent ou qui me regardent, ils peuvent s'imaginer que les hormones, ça va faire de la magie, mais un médicament, c'est comme tout médicament. Ça, les effets sont différents d'une personne à une autre. On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Je peux bien prendre le même dosage et c'est souvent l'erreur que les gens font. Ils vont essayer de prendre les dosages en pensant que plus on en prend, mieux on va avoir des résultats, mais non. Le dosage est personnel et la quantité et les résultats sont personnels d'une personne à une autre. Donc souvent, ça, les gens ne le savent pas. Puis si on n'est pas satisfait avec les résultats, on n'a pas autre choix que d'avoir recours à, voilà, à la chirurgie. Et voilà, malheureusement, c'est pas donné, c'est pas couvert et c'est pas forcément tout le monde qui peut se le permettre. Oui. Et est-ce que tu avais préparé tes proches, ta famille un peu avant? Comment ça s'est passé de ce côté au niveau des personnes proches de toi? Alors, je pense que, bon, je sais pas comment, au niveau de la famille, je ne les ai pas, con- je les ai pas vraiment contactés pour leur demander leur opinion, puisque une transition, c'est sûr, elle est personnelle. Donc, ma transition, je la vis pour moi. Je ne, c'est pas ma famille qui va vraiment vivre. Oui, elle, en quelque sorte, oui, parce qu'elles sont, oui. Moi, j'ai immigré ici seule, donc j'habite seule. C'est, je pense, l'avantage, si je peux dire, de m'avoir d'avoir pris le temps de vraiment être sûr que c'est quelque chose que je voulais, avoir un petit moment pour moi. J'ai dû reprendre un recul par rapport à la famille parce que j'avais besoin vraiment de vraiment être sûr que, comme je te disais tantôt, si c'est un chemin qu'on prend, c'est un chemin où, pour moi, c'est sans retour. C'est pour le restant de ma vie. Donc, euh, et que c'est une transition, elle est personnelle. Je n'ai malheureusement pas le soutien de ma famille. Ma mère est décédée. J'ai juste mon père qui est en vie. Ma mère est décédée quand j'avais même pas un an. Et j'ai grandi avec mon père, mes demi-sœurs, mes demi-frères, ma belle-mère. Et j'ai pris un moment sans vraiment discuter avec eux parce que je voulais vraiment, moi, être sûr que c'est quelque chose que je voulais que je voulais vraiment entamer. Je savais que je le voulais, mais que vraiment quelque chose où je savais que je pouvais les confronter parce que je connaissais déjà un peu le positionnement de la famille. On connaît tous un peu, on a toujours une petite idée. Et après avoir commencé, en étant sûr que j'étais canadienne, que j'avais les papiers, que mon nom était changé, j'ai pris ce contact avec lui par après.
et je lui ai annoncé, mais concrètement, pour résumer le tout sans trop rentrer dans les détails, je n'ai pas leur appui. Donc, il m'a vraiment, en mot clé, renié de la famille, puisqu'il il disait comme quoi lui, il a eu 2 filles et que c'est les 2 filles que vraiment il a eues et qu'il n'en aura pas plus. Donc, ça s'est retrouvé que j'ai compris et j'ai accepté vraiment sa décision et j'ai décidé de faire mon bout de chemin moi toute seule et voilà. Parce que je veux être heureux, je sais qu'on n'a qu'une vie, on n'en a pas deux et dès qu'on réalise qu'on n'a qu'une vie et qu'on décide d'être heureuse et d'être bien dans son corps et que l'intérieur match avec l'extérieur, c'est tout bénef. Donc, c'est là où j'ai décidé de, bon, je comprends et je décide de faire continuer à faire mon chemin toute seule. Donc, oui, je n'ai pas le soutien de ma famille. Et je pense que c'est souvent dans dans différentes cas de figure, quand je parle avec d'autres personnes également, soit elles ont le soutien de un des parents, ou parfois elles ont le soutien de personne. Mais la rareté, c'est vraiment les très peu de pourcentage des gens qui ont encore le soutien de la famille. Ça, c'est pas la majorité, mais il y en a certains. Mais la majorité, c'est plutôt des personnes souvent qui ne les parlent plus ou qui les renient ou qui les chassent de la maison. Donc voilà, c'est triste, mais c'est vraiment la réalité. Puis souvent, c'est un sujet que les gens ne veulent pas aborder, mais je pense que c'est bien d'en parler pour montrer aux gens que euh, et je dirais à tous les parents qui ont peut-être des enfants de les soutenir, d'être là, peu importe, parce que l'enfant désire tout simplement être heureux et vraiment être dans le genre qui lui convient. Et pour tous les parents, pour tous les futurs parents, c'est toujours bien d'encourager son enfant, peu importe les décisions qu'il prendra, parce qu'avant tout, on veut le bonheur de l'enfant. On veut le bonheur de l'enfant. Est-ce que pour toi, c'était peut-être de venir immigrer au Canada, c'est un peu maintenant tu voyais peut-être une plus grande opportunité ou de pouvoir enfin faire la transition, la commencer? Alors moi, c'est drôle à dire parce que moi, j'ai immigré ici dans les débuts des années 2000. D'accord. J'avais émigré ici et à la base, c'était pour que notre famille au complet vienne s'installer au Canada depuis le Sénégal. Et le projet, c'était que moi, je vienne en premier, que je m'installe et que peut-être par après, la famille vienne s'installer ici, le reste de la famille. Je suis venu faire une année et je disais de repartir parce que je pense que j'avais la nostalgie du pays. Dans ce temps-là, j'étais jeune, j'avais 11 12 ans. Oh, wow! Oui, j'étais très jeune. Donc, 11-12 j'étais ans, t'étais 11 12 seule. ans. Oui, j'étais seule ici. J'étais venu dans la famille de ma tante. Ok, d'accord. Ok. Et, et à ce moment-là, j'ai eu à faire, je pense, mon première année secondaire. C'était ici à Montréal, à l'école secondaire Henri Bourassa. J'ai fait une année, j'ai décidé de repartir. Et par après, en étant plus mature, plus âgé et vraiment en grandissant, c'est sûr que je me sentais différent. Je me sentais différent comme tous les garçons, mais je savais que je vivais une dysphorie, je me sentais fille à l'intérieur dans mes agissements depuis que je suis toute petite, mais je n'avais pas ce mot, ce lexical. Je n'avais pas cette connaissance. Donc, on est jeune, hein, on a 11 12 ans, on sait qu'on n'est pas comme tous les autres garçons à côté. Là, l'enfance, on passe à l'adolescence. Il y a aussi l'adolescence. Donc, c'est très difficile pour un enfant de 12 ans d'essayer de comprendre et de placer des mots à tout ce qui se passe à l'interne. Et d'avoir grandi dans un milieu où on n'a peut-être pas de représentation ou d'autres personnes comme moi. Et on grandit en voyant que tous ces genres de sujets sont des sujets tabous, que ce soit la sexualité, que ce soit encore plus l'orientation, le genre. Donc, tout ça, on préfère le garder sur soi et c'est lourd à porter. Donc, j'ai grandi comme ça. En Afrique, c'était encore pire.
Mais en revenant ici, euh, et que vraiment mes papiers allaient expirer, que j'avais une opportunité de revenir, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je revienne parce que je sais que je ne pourrais pas vivre en toute sécurité. Déjà, ma vie serait en danger en Afrique parce qu'il n'y a aucune loi qui serait là pour me protéger. Et de deux, j'étais encore plus consciente qu'en restant en Afrique, je ne pourrais pas vivre ma vie en Oui, étant épanouie. Donc, c'était pour moi, c'était vraiment le, si je peux dire, moi je vois ça comme le ticket d'or dans Willy Wonka. Donc, c'était vraiment le ticket d'or que j'avais vraiment de dire, c'est un aller simple que je fais oui. et c'est une chance qui m'est donnée. Oui, c'était pour venir ici m'installer, mais en même temps, je savais que là, au moins au Canada, je n'aurais pas de représailles, j'aurais pas de problème. Et pour moi, c'est sûr que je me disais, ah, j'ai une attirance envers les hommes. Donc, c'est ça aussi les gens qui font le mélange entre le genre et l'orientation sexuelle. C'est sûr que je me disais, OK, je suis un homme, en parenthèse, qui est attiré vers les autres hommes. Donc, d'après Google, je suis une personne homosexuelle. Donc, j'étais partie googler dans ce temps-là pour vraiment essayer de voir. J'étais comme, OK, wow. Donc, c'est vraiment ça. Bon, mais je me sens femme, mais OK, donc, ah, OK, non, je suis homosexuelle. Bon, comment je vais vivre ça et expliquer? Donc, il fallait maintenant comprendre ça. C'est bien après les années, 5 ans plus tard, que je sois bien installée, que je sois ici à Montréal, que j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois une personne trans. Et je pense que c'est quand j'ai rencontré cette grande femme magnifique, les cheveux longs, elle dégageait une énergie, une aura. Et automatiquement, en regardant, j'étais comme... C'est comme un déclic. Voilà pourquoi la représentation est nécessaire. Et surtout pour les jeunes, les générations qui viennent après nous. C'est sûr que maintenant, ils ont les films, les émissions, les stars, Instagram et tout, YouTube. Mais dans ce temps-là, moi, je n'avais pas toutes ces plateformes et tout ça qui existaient. Donc, et les personnes trans, on ne voyait pas en Afrique, même si elles existaient, c'était des personnes travesties parce qu'elles n'ont pas le système médical pour vraiment entamer une transition. Donc voilà, donc quand j'ai rencontré pour moi la première personne trans, j'ai commencé à m'impliquer dans le communautaire. C'est là où tout a cliqué et j'étais comme, ah, voilà pourquoi, comment je me sentais depuis toute petite, le fait que je priais de me réveiller le lendemain en étant cette petite fille, d'envier toutes mes amies filles qui étaient autour de moi, euh, et vraiment de comprendre que oui, je suis dans un pays qui a un système médical et une juridiction et vraiment comme tout pour m'encadrer et entamer une transition. Et c'est là où vraiment je suis rentrée à la maison, je me rappellerai toujours. Je suis allée, j'ai tapé femme transgenre, je suis venue la parler. Je la regardais avec les yeux qui brillaient, j'avais peur. Euh, Puis je pense qu'elle avait compris que vraiment c'était ça parce que pour peut-être les gens qui ne me connaissent pas, j'ai jamais été masculin. J'ai jamais été masculin, même avant ma transition dans mon genre. J'avais vraiment des tresses longues, je faisais ma manicure, mes extensions. Donc, même si l'habillement était vraiment masculin, l'énergie et tout, mes manières, mes gestes, ma façon de m'asseoir, tout, c'était femme. Et beaucoup de fois, et je pense qu'on a, oh mon Dieu, on m'a frappé et on m'a parlé, on m'a puni, on a essayé de me mettre dans des moules pour vraiment essayer d'agir et de ressembler à ces autres hommes. Mais ça ne marchait pas. On m'a mis dans plusieurs activités, dans le karaté, essayer de m'impliquer dans le basket parce qu'on me disait, oh mon Dieu, tu es grand. Donc, le basket, dans plein d'activités, rien à faire. Wow. Donc, voilà. Donc, et je pense que ça n'a pas surpris les gens, honnêtement. Les gens, ça ne les a pas surpris. C'était comme, parfois, ils me mettaient au féminin, donc c'était comme, bon, elle a passé le cap ou elle a entamé le. Donc, ça n'a pas été une grande surprise pour beaucoup de gens.
c'est pas comme si j'aurais été vraiment full macho, masculin. Il y en a voilà, pour ces personnes-là, ça choque. Donc voilà pourquoi il faut pas souvent s'arrêter à l'apparence physique. Mhm. Parce qu'on ne peut pas savoir à l'intérieur comment la personne, elle se sent. Puis comme je dis toujours, la dysphorie de genre, c'est au niveau mental. Donc c'est seule la personne elle-même qui sait ce qui se passe à l'intérieur. Très reconnaissante et je reconnais le privilège que j'ai d'être ici au Canada et d'avoir entamé une transition. Mm, Et je sais qu'en Afrique, jamais ça aurait été possible. J'aurais vécu triste le restant de ma vie euh, parce que je n'étais pas à l'aise dans mon corps. J'ai eu à avoir des tentatives de suicide euh, dans l'adolescence. C'est des choses peut-être que je n'ai pas la chance souvent d'en parler, mais voilà, parce que je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas heureuse, mais je ne comprenais pas, je n'avais plus le goût de vivre. Je savais que ma vie n'allait pas durer longtemps parce que j'étais vraiment dans un continent qui, dans toutes les nouvelles, partout, ont criminalisé. Ça allait dans les amendes, dans les années de prison. Donc, oui, c'était vraiment une adolescence. Souvent, on me demande comment était ton adolescence. C'est vraiment la partie la plus difficile que j'ai eu à vivre. Oui, Ouais. parce que non seulement l'adolescence en général est vue comme étant un processus quand même difficile pour plusieurs personnes, Ah, oui, passer de même. l'enfance au monde de l'adulte, le monde des adultes, c'est quand même une grande marche des fois. Passer à travers un questionnement de est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que. Puis se questionner comme ça doit être très, très difficile. Exactement, même pour les personnes qui n'ont pas eu une dysphorie de genre ou ne se sentaient pas à l'aise dans leur genre, il y a eu pour beaucoup de gens, l'adolescence a été une période assez difficile. Donc, non pas parce qu'ils avaient une dysphorie de genre, non, ou qu'ils n'étaient pas à l'aise dans leur corps, mais c'est un passage de l'enfance à l'âge adulte. Donc, pour certains, c'est pas facile, pour d'autres, ils l'ont eu plus facile. Donc, voilà, et aussi, en plus de ça, tu vis avec de la peur. Tu vis avec plein de questionnements et tu te sens différent et tu ne te sens pas vraiment incomprise. Et tu n'as pas une plateforme ou un endroit pour en parler. Donc, c'était pas évident. C'était pas évident. D'où, voilà pourquoi tout ça, ce sont des traumas que l'on vit à l'adolescence qu'il faut travailler. C'est un processus de guérison que présentement, dans ma trentaine, je suis en train de faire, qui est long, qui ne va pas aller du jour au lendemain qu'on termine comme ça, mais il faut faire un processus de guérison, il faut aller ressasser les fantômes du passé, les traumas qu'on a eu à vivre afin de guérir. Donc là, oui, on peut avoir recours à un psychologue pour la plupart. Et je pense que la santé mentale, c'est encore un sujet très tabou, les gens ne décident pas en parler, mais il faut, c'est pas juste la santé physique aussi, le mental aussi est important. Et pour nous, on vit beaucoup de traumas et il faut aller dans ce processus de guérison. C'est très important. D'où aussi le camp, qu'on va revenir plus tard, qui est aussi un processus de guérison parce que je dois guérir de ces traumas. Je vais en parler plus tard, tantôt. Mais Et, justement, j'allais parler du fait que dans ta description de Leucan, et Mhm. aussi tu as un peu mentionné que pour toi, ta chevelure, les beaux cheveux longs et On les 13. oui, c'est ça. Donc, c'est quoi qui t'a poussé à accepter de faire le défi tête rasée de Leucan? Alors, comme j'ai expliqué tantôt, premièrement, j'ai accepté après avoir refusé OK. euh, l'invitation. J'ai accepté parce que je voulais, cette fois-ci, j'avais, si je peux dire, une revanche au passé. Mhm. Et surtout, je pense que c'était une opportunité de l'univers qui m'était accordée de pouvoir guérir des traumas que j'ai eu à vivre à l'extérieur. C'est-à-dire,
Moi, pour les gens qui m'écoutent, c'est pour beaucoup de gens même, les hommes, j'ai eu à le raconter, il fallait qu'on se rase les cheveux, qu'on coupe les cheveux tout le temps pour que l'effet propreté pour les hommes, les cheveux courts, les filles, les cheveux longs. Ça peut être dans la communauté noire, pour les femmes ou les hommes, et également plus encore pour les femmes trans. Donc, plus dans la communauté noire, c'était vraiment cette différence entre le genre, entre le masculin et le féminin, l'homme et la femme. Donc, l'homme, les cheveux courts, la femme, les cheveux longs, les tressés, les extensions. Donc, moi, plusieurs fois durant mon adolescence, je devais me raser les cheveux. Donc, on me disait qu'il fallait que j'aille me raser les cheveux. On me donnait l'argent, j'y allais. Quand j'étais jeune, mon père m'accompagnait. Et après, à un certain moment, on devient un grand garçon, donc on y va tout seul. Donc, à l'âge de 11, 12 ans, j'ai commencé à y aller 10, même si mes souvenirs sont bons, à commencer à aller chez le coiffeur. Puis, je n'aimais pas ça, aller chez le coiffeur. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je ne voulais pas me raser les cheveux. Je voulais avoir les cheveux longs. Depuis que j'avais, je pense, 6, 7 ans, tellement je ne pouvais pas avoir les cheveux longs, et je pense que beaucoup de gens le faisaient. Je prenais une serviette que j'enroulais et je faisais ça comme les cheveux longs, un peu comme les poupées que je jouais avec les poupées de ma sœur, les Barbie ou les Bratz dolls. Donc, et pour moi, je me regardais dans le miroir et j'avais cette impression d'avoir des cheveux longs. Et voilà, et surtout quand on jouait aux jeux de la maman et les enfants, tu sais, les jeux qu'on a joués à l'enfance. J'aimais toujours jouer la nounou ou la maman. C'est vraiment drôle. Et souvent, je me battais on se disputait avec mes demi-sœurs, demi-frères, parce que, surtout mes demi-sœurs, parce qu'elles étaient comme, mais non, c'est toi le garçon, tu as joué le père, tu as joué. J'étais comme, non, je peux bien jouer. Donc, c'est ça. Mais je ne comprenais pas dans ce temps-là que je vivais une dysphorie. Je sais qu'à l'intérieur, j'avais cette, ce côté proche avec la gente, tu sais, le côté féminin, mais je ne comprenais pas en fait qu'est-ce qui se passait. Et quand il fallait me couper les cheveux, c'était pour moi un moment difficile. Je rentrais, j'allais me couper les cheveux. J'avais pas le choix. Je vivais sur le toit des parents et on sait que on vit sur le toit des parents, comme j'explique toujours, on doit suivre les règles des parents jusqu'à ce qu'on prenne notre liberté et qu'on vive son... Donc la chanson que je pense que tout le monde connaît, peu importe d'où il vient. Et voilà, donc il fallait que je respecte un peu l'autorité, que j'aille me raser les cheveux. Mais sur le chemin du retour, je pleurais. Je m'essuie les larmes, j'étais triste pendant 2, 3 jours. Même plus que ça me peinait. Mais je ne comprenais pas dans ce temps-là que je vivais une dysphorie de genre. Je savais que je voulais avoir les cheveux longs, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est seulement une fois arrivé ici et que j'ai payé mes factures, que je vivais seule et que j'ai pris vraiment mon envol et de vivre ma vie en tant qu'adulte que j'ai décidé par après de non, je vais vraiment garder mes cheveux. J'ai commencé à faire des dreads. Après, en faisant les dreads, c'était pas forcément ça. Ça me plaisait pas. Ça prenait trop de temps à pousser. Et j'ai rasé ça. Je pense que c'était la dernière fois que j'avais rasé ça. C'était en 2012, 2013. Et c'est là où j'ai commencé à faire pousser mes cheveux avant de commencer à faire des tresses longues ou Mhm. vraiment de faire des extensions, donc de poser des extensions, vraiment de les tresser, de faire des greffages ou la plupart du temps des tresses. Et c'était pour moi une revendication, c'était une façon de revendiquer ma féminité, de revendiquer mon genre, de me présenter aux yeux de la société vraiment de la façon que je voulais. Donc, Mhm. c'était pour moi la, cette force. C'était pour moi, je me sentais powerful, je me sentais invincible, je me sentais bien. C'était comme je renaissais. Et voilà, donc c'était vraiment le début par après, de fil en aiguille, faire mes ongles de temps en temps, aller faire un peu les cils. Donc, mais les cheveux étaient la chose que à chaque 2 mois, je devais vraiment me poser des extensions parce que je n'avais pas encore des cheveux très longs, me poser des extensions ou faire des tresses longues, des box braids, des twists, changer de coiffure, me faire des afro curly. Donc voilà, c'était pour moi une façon d'affirmer mon genre est vraiment d'essayer un peu plus qu'on puisse m'appeler, utiliser le bon pronom, qu'on n'utilise peut-être plus il, mais elle.
Donc, voilà. Donc, c'est sûr que je ne peux pas également demander le ciel au monde entier, parce que c'est sûr que l'apparence, forcément, pour beaucoup de gens, ils avaient de la difficulté. Ou quand ils entendaient la voix, souvent, c'était un peu difficile. Donc, mais c'était pour moi une forme de revendication et de me rattraper toutes ces années-là que je n'avais pas eu la force. Donc, c'est là où la dernière fois j'ai coupé mes cheveux, c'était en 2012. Et depuis, j'ai gardé jusqu'à ce que le camp me contacte, ma directrice générale me contacte, qui a pris mes coordonnées par le magazine Véro, qu'ils ont été touchés et que je répondais en fait aux critères des audacieuses, parce que les audacieuses, c'est pas nous qui avons impliqué, c'est le camp qui est à la recherche de ces femmes. Voilà, donc ils m'ont contacté. Quand ils m'expliquaient, j'ai été très honnête avec eux. Et je les ai expliqué mon histoire, comme je viens de le dire, comme quoi pour moi, les cheveux, c'est très important et que je serais bien contente de les aider à amasser de l'argent pour les enfants atteints du cancer, mais que malheureusement, les cheveux, c'était non. Donc, ma réponse était non. Ils m'ont donné le temps vraiment d'y penser. Ils m'ont dit, on aimerait vraiment ça, vraiment que tu en fasses partie, mais on respecte vraiment le fait que tu veuilles refuser, parce que on peut dire qu'on peut comprendre, mais ils ne comprenaient pas, ils peuvent jamais dire qu'ils comprennent le fait d'avoir plusieurs fois été obligé de se faire raser les cheveux et tout le trauma qu'il y a là-dedans derrière. Et j'ai pris un moment pour réfléchir et je me suis dit, Alicia, cette fois-ci, tu le fais pour une bonne cause. Cette fois-ci, tu le fais pour des enfants qui sont atteints du cancer. Cette fois-ci, c'est pour amasser de l'argent. Tu peux utiliser ton cercle social et ton entourage pour ramasser de l'argent pour une bonne œuvre. Et cette fois-ci, on ne t'impose pas de te raser les cheveux. C'est moi qui décide de le faire. Et comme je disais tantôt, c'est une chance qui m'était venue pour aussi, c'est un processus de guérison. C'est très important encore. Voilà pourquoi je reviens là-dessus. Et je me suis dit, les opportunités, ça ne revient pas deux fois. Quand une opportunité vient une fois, c'est rare qu'elle revienne une deuxième fois. Et il faut savoir saisir les opportunités. Et je pense qu'elle est arrivée au bon moment. Et c'est après, je pense, 4, 5 jours d'y bien avoir réfléchi que j'ai envoyé un email à la directrice en acceptant et en me disant de un, je le fais pour une bonne cause, mais de deux, c'est une façon pour moi de guérir sur ce trauma et d'avoir une revanche sur le passé et de me dire, cette action que je vais faire, c'est moi qui l'ai décidé. On ne me l'a pas imposé et je le fais en plus en deux pour une bonne cause. Et si je peux en inspirer encore d'autres femmes, pourquoi pas? Et encore une fois, montrer aussi une représentation très importante, représenter et la communauté noire et aussi représenter la communauté trans, puis aussi briser ce stigma que la chevelure et les cheveux longs, c'est ce qui fait une femme, non pas. Donc, c'est tout ce mélange-là qui fait que, après 5 longues journées de réflexion, j'ai accepté de sauter sur l'occasion. Voilà. Que tu as, depuis que tu as accepté à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments que des fois tu te dis ah, pourquoi j'ai fait ça ou de façon générale, tu es en paix avec cette décision? Euh, En envoyant j'écrivais la lettre, j'ai écrit la lettre. Puis, je me rappelle, c'était très dans la nuit, donc à vraiment 3, 4 heures, j'écrivais. Et quand après avoir relu et appuyé sur le bouton Send, je suis resté un petit moment et je me suis dit, waouh, Alicia, tu viens vraiment de le faire. Tu es sûre, c'est un truc incroyable. Euh, Quelle est ma première question, c'est et si l'image que me ramène le miroir, ça me ramène à ma période avant ma transition? Et parce que pour peut-être les gens qui m'écoutent,
Euh, moi, je n'ai eu aucune opération encore à date au niveau du visage. Donc, c'est sûr que les hormones, ça fait peut-être 2 ans que j'en prends, mais en 2 ans, comme j'expliquais tantôt aussi, les changements, il y en a pour certains, ça va vite, d'autres non. Et il y a certains traits que les hormones ne peuvent pas changer. Donc, si on veut vraiment aller essayer de féminiser le visage, voilà pourquoi il y a le FFS qu'on appelle le Facial Feminization Surgery, où on va vraiment aller essayer de vraiment, si je peux dire, essayer de sabler ou de refaire un peu certains traits pour que ça ressemble un peu à ce qu'on désire. Et je me suis dit, et si ça me ramène à mon époque de 2012, quand j'ai rasé pour la dernière fois les cheveux, et si l'image que le miroir me reflète, donc c'est sûr qu'il y a cette crainte-là, je ne te le cacherai pas, mais je ne pourrais vraiment le savoir que le 28 mars, le jour du rasage. Non, je ne regrette pas. Elle a été mûrement réfléchie. Vraiment, je ne regrette pas. Écoute, je suis une personne influente, je suis là pour influencer. Et si je peux donner vraiment l'envie à d'autres personnes de prendre ce pas, pourquoi pas? Mais voilà, maintenant pour le reste, ce sera vraiment le 28 mars que je veux vraiment savoir. Mais je sais que je ne vais pas regretter. Puis on se dit une chose, hein, les cheveux à un moment donné, ça repousse. Mhm. Contre, les cheveux pour les noirs, ça prend du temps à repousser. C'est pas aussi vite hein, que les cheveux des blancs. Donc, je suis sûre que à 3 semaines, pendant que ça sera vraiment aussi petit, les autres filles, les audacieuses, ça va quand même assez repousser. Donc, les cheveux, les blancs, ça pousse quand même assez rapidement par rapport à notre type de cheveux. Surtout que nous, c'est frisé, c'est en rond, donc en spirale, donc ça prend du temps. Donc, oui. Mais c'est sûr que pour certaines réunions, pour d'autres, des ordres professionnels qui sont à donner des photoshoots dans un cadre bien particulier, oui, c'est sûr qu'il y aura toujours les perruques ou les extensions. Mais je sais que dans la vie de tous les jours, je vais essayer vraiment de walk this bald head et vraiment parce que c'est sûr que pour les gens, ils vont se dire, ah, OK, elle a fait, ça y est, c'est fini, le 28 mars est passé, elle a recueilli l'argent, c'est terminé. Non, je veux vraiment continuer à vraiment trouver, essayer de ce courage-là. Puis c'est un travail que je veux vraiment essayer de faire sur soi, aussi de m'aimer encore un peu plus et de me dire que je suis une femme, peu importe avec les cheveux longs, les cheveux courts, rasés, ça n'enlèvera en aucun cas la féminité, toute l'essence de féminité que j'ai parce que ce n'est pas les extensions, les cheveux longs qui vont définir toute ma féminité. Donc ça, c'est autre chose que je vais devoir essayer de briser. Et c'est un travail que, oui, c'est pas du jour au lendemain, non. Ça va se faire au fil des jours, à encore essayer de m'apprendre, à m'aimer encore un peu plus, petit à petit, à me regarder sur le miroir. C'est sûr que oui. Euh, on en a parlé avec les rencontres qu'on a avec les audacieuses. Les traits, ça va être différent par rapport aux autres audacieuses, mais c'est sûr que oui, un joli petit maquillage subtil, des belles grosses boucles d'oreilles. Et je sais que, yeah, je serai magnifique. C'est ce que les gens disent, hein, donc on le sera vraiment le 28. J'ai un photoshoot prévu bientôt. L'idée de vraiment me prendre en photo avant le rasage et aussi après le rasage. Puis vraiment, oui, je vais essayer encore une fois de le partager sur les réseaux sociaux pour vraiment essayer de sensibiliser, éduquer. Il y aura une vidéo qui sera prise également pour le rasage. Donc, il y a une personne qui va venir me raser parce que c'est sûr que se raser moi-même, c'est un peu compliqué. Mais oui, donc je suis excité et en même temps fébrile. Mais oui, j'ai hâte de vivre cette expérience. Et pour toi, le défi de Leucan, c'est en quelque sorte aussi beaucoup un défi personnel, euh,
un peu une genre de thérapie, comme que tu avais dit, une revanche. Oui, une revanche, une thérapie, un processus de guérison, euh, et aussi une façon aussi de déconstruire, si je peux dire aussi, les codes de la féminité, surtout, si je peux dire, parce que là, ça va être vraiment la première fois que depuis le début de ma transition, parce que comme j'ai expliqué tantôt, j'ai commencé il y a quelques années, donc ça va être la première fois que vraiment, pour les gens qui ne m'ont pas connue avant ma transition, ils vont me voir pour la première fois sans cheveux, les cheveux rasés. Donc, pour beaucoup de gens, ça va, je sais pas, il y en a beaucoup de gens ça va, pour un, ça va être un choc. Pour d'autres, ça va être une nouveauté. Pour moi, ça va être différent. Ça va être la première fois que je vais me voir avec les cheveux rasés depuis ma transition. Donc, ça va être différent. Plus les jours avancent, là, c'est bientôt le 28, hein? C'est Oui, dans, c'est dans moins de 2 semaines. exactement, je pense qu'il reste 11, 13 jours. Donc, voilà, donc je sais pas, mais je pourrais vraiment t'en reparler après et te donner vraiment mon appréhension, comment je me sens après le 28. Ouais. Faudra me donner au moins 2, 3 jours, question de Oui, non, pas de problème. avoir un petit moment pour moi, Non, je peux comprendre. prendre, mais je pense que ça va être quelque chose que je vais devoir petit à petit m'habituer à voir ce que Ouais. le miroir, mon reflet de mon image. Non, c'est sûr que je pense que toutes les audacieuses aussi ont le même genre de... Après, ça va leur prendre quelques jours, mais là encore plus avec... c'est sûr que la dernière fois que tu n'avais pas de cheveux, tu avais dit c'était en 2012 ou... Oui, exactement, Donc, exactement. ça fait quand même un bon moment de... Un bon moment, exactement. Donc là, puis ça va être la première fois en tant que femme, en tant que femme Oui, trans, d'avoir les cheveux rasés. Puis c'est pas comme si parce que je pense qu'il y a un niveau de rasage aussi qu'ils imposent à ne pas dépasser. Donc, moi, je me dis, tant qu'à y aller, moi, je vais pas à demi-mesure. J'ai un truc qui dit, you go big or you go home. Alors, on va à l'extrême niveau 1. Ce n'est pas le niveau 0 de vraiment avec la lame, puis vraiment tout raser. mm, Non. Mais vraiment, le plus petit, je pense, c'est le niveau 1 qui s'appelle. Donc, je me connais pas en coiffure. Je pense que c'est le niveau 1, mais ils nous ont dit un niveau qu'on peut pas dépasser. ouais. Fait qu'on va vraiment aller je vais aller vraiment au plus bas. Question que voilà, je vais à l'extrême. Je ne savais pas qu'il y aurait tellement un engouement comme ça, mais parce qu'on a des meetings quand même avec les audacieuses, question de se connaître un peu plus, de se connaître, de voir où on avance, où est-ce qu'on est rendu. Donc là, c'est là où ils ont reçu énormément de courriels de femmes qui ont voulu également être aussi des audacieuses, qui ont dit, mais comment on aimerait ça être des audacieuses, on veut appliquer, on veut en faire partie. Fait que les gens, ils pensaient que c'est tel un poste qu'on applique pour être audacieuse, mais ils ont fait ça comprendre que non, c'est plutôt eux qui vont à la recherche de ces personnes-là selon plusieurs critères, puis c'est ça. Donc oui, peut-être, je sais pas, je pense qu'il y aura peut-être une édition pour l'année prochaine avec 10 autres femmes. C'est la toute première fois qu'ils font ça, donc c'est tout nouveau et en tout cas, waouh, c'est incroyable. C'est une... Je salue vraiment le camp pour cette belle initiative, cette belle idée. C'est bien pensé. Alors, je pense qu'on a fait le tour, Alicia. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. En fait, un bon moment, je pense. Ça fait plus d'1 heure qu'on parle de tout ça. Est-ce que veux-tu peut-être partager tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te trouver sur Instagram, Facebook? Alors, d'abord, il y a le défi d'être rasé de Le Camp. On va le mettre dans la description du podcast. Merci. Donc ça, il y a la collecte. Je suis présentement presque à mi-chemin. Donc vraiment, j'invite tous les gens qui m'écoutent et qui aimeraient vraiment
faire une différence dans la vie des enfants avec le cancer pédiatrique et qu'ils aimeraient faire une différence dans la vie des enfants, des familles des enfants, de faire un don. Souvent, les gens ils pensent que le don, ça va nous revenir à nous. Non, tous les dons vont être versés à le camp qui vont venir en aide aux familles des enfants atteints du cancer. Donc, et on n'a pas besoin de faire un grand don. Tout don reste un don et ça fait une différence dans la vie. Donc, parfois, les gens disent, ah, il faut déposer 50, $100. Non, on donne, on fait un don dans la capacité, dans la mesure qu'on peut. Donc, ça, j'invite les gens à faire. Le don est de m'aider dans ma collecte. Puis ensuite, on peut me suivre dans mes conférences, mes ateliers et vraiment dans mon... Parce qu'il y a plusieurs surprises que je réserve pour les mois à venir. Donc, on peut toujours me suivre partout sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Tout, c'est Alicia Kazobinka, donc Alicia Kozobinka, donc mon prénom et mon nom de famille. J'ai voulu simplifier ça pour vraiment pour que tout le monde simplifie. Donc, sur n'importe quelle plateforme, Alicia Kazubinka, et voilà. Je suis plus présente sur Instagram, mais je suis quand même disponible sur toutes les plateformes. Donc, Je vais mettre tout en lien pour pouvoir donner à le camp et tout tes réseaux sociaux. merci. Alors, merci à toi d'avoir pris le temps puis d'avoir partagé ton histoire et Ça fait un plaisir d'avoir échangé. Vraiment, je remercie toujours quand on m'invite de me donner un espace parce que comme je disais au tout début de l'appel, les personnes trans manquent de représentation, manquent d'être entendues. Elles n'ont pas vraiment la place ou vraiment les outils nécessaires pour faire entendre leur histoire. Et toute histoire est différente et elle mérite d'être entendue. Il n'y a aucune histoire qui mérite pas d'être entendue. Toute histoire mérite d'être entendue parce qu'elle est différente. Elle est propre à chaque personne. Et moi, je me considère vraiment, encore une fois, privilégiée d'avoir vraiment, avec oui, une certaine notoriété, d'avoir vraiment des différentes plateformes ou différentes personnes qui me donnent la place de m'exprimer, qui me disent pas, OK, on n'a pas le droit de parler de ça ou de ça ou de ça, mais vraiment de me laisser libre cours vraiment à mon expression. Et pour ça, je suis vraiment très reconnaissante. Donc, merci beaucoup.